Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le PNSAR, c'est le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion qui vise à l'emploi des jeunes âgés de 16 à 40 ans ici en Côte d'Ivoire en leur proposant des stages d'apprentissage et de reconversion. Des détails dans un instant avec nos amis sur ce plateau. Ensuite, c'est l'appel aux élections apaisées qui attirera notre attention. Appel fait par le président de l'Assemblée nationale. C'était le lundi 20 dernier et nous en parlons tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous et bienvenue en ce mardi 21 janvier 2025. Merci de suivre ce programme. Ceux qui sont avec nous ce soir à la tâche pour examiner avec nous les différents sujets qui vous ont été proposés à l'entame de ce temps d'antenne sont Daouda Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir chez vous. Marius Komoy, bonsoir. Bonsoir la belle Christelle. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. Mais c'est plutôt le plaisir pour moi. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être là. Isha Crépi, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous, bonsoir messieurs. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir chers fidèles de Live TV. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, il s'agit donc d'un programme national de stage d'apprentissage et de reconversion, comme je le disais à l'entame, qui vise à employer des jeunes âgés de 16 à 40 ans pour leur donner donc des stages et aussi leur proposer une reconversion. 70% de ces jeunes-là, en tout cas s'ils sont assidus à ce programme-là, pourront avoir un emploi. Programme qui coûte à la Côte d'Ivoire 23,7 milliards de francs CFA. Élisée Boloube avec nous, on aura donc un meilleur et approfondi descriptif de ce programme. Allez-y, je vous prie. D'accord, ok. Déjà, comme vous l'avez dit, hein, il est important d'expliquer de quoi il s'agit. En fait, le PNSA, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Et il fait partie de l'axe 1 du programme jeunesse du gouvernement. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est 2023-2025. Donc, il y a déjà une première phase du PNSA qui a eu lieu sur la période 2023-2025 et qui avait donc pu permettre la prise en compte de 116 000 jeunes. Et pour cette fois-ci, partant de la période 2024 à 2025, c'est environ 142 000 jeunes qui seront pris en charge. Déjà, il est important de rappeler les sous-programmes du PNSA. Le PNSA tourne autour de 4 axes majeurs. Dans un premier temps, il s'agit du stage pré-emploi, c'est-à-dire on a fini les études, on cherche à entrer dans la vie active, donc on a un stage pré-emploi. Mais à côté du stage pré-emploi, bon, le stage pré-emploi ou de qualification, c'est un des deux. On a fini les études, on veut être qualifié vraiment pour savoir ce qu'on fait concrètement, ou bien on veut avoir l'opportunité de commencer un premier emploi. Le deuxième axe, c'est le stage école ou validation du diplôme. Vous savez que parfois nos jeunes gens finissent les BTS, ils ont besoin de faire un stage pour valider leur diplôme. Exactement. Et donc, ce programme aussi le prend en charge. Aussi, il y a la formation par apprentissage, c'est-à-dire des jeunes, par exemple, qui ne vont plus à l'école, c'est-à-dire qui sont sortis du système, mais qui veulent apprendre quelque chose, qui veulent apprendre un métier, qui veulent quand même avoir quelque chose pour leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Et enfin, le quatrième, c'est le stage d'apprentissage, la formation par reconversion. Moi, Élisée Boloube, je suis journaliste. Je décide, par exemple, de faire autre chose désormais. Je ne veux plus faire ce métier parce qu'entre-temps, j'ai vu que ma vocation n'est pas là. Donc, il y a cette possibilité-là de passer d'un métier à un autre à travers ce qu'on a appelé la reconversion. Donc, voici les 4 axes majeurs qui constituent le PNSA. Et ce programme-là, comme vous l'avez dit, évalue à environ 21 milliards de francs CFA. 23,7. 23,5 milliards de francs CFA. Et comme je l'ai dit, ça concerne 142 000 jeunes. C'est l'occasion pour nous, à travers ce plateau, d'inviter les jeunes à se rendre sur le site de l'emploi jeune, parce que c'est là-bas que ça se passe justement. C'est un programme qui est conduit par l'agence emploi jeune. Allez sur le site de l'agence emploi jeune pour souscrire, pour s'inscrire, afin de bénéficier de ces programmes. Pour ceux qui étaient au lancement avec le Premier ministre hier au Palais de la Culture, on a vu des témoignages des jeunes gens qui, à travers les réseaux sociaux, ont entendu parler du programme sur la période 2023-2024 et qui sont allés s'inscrire et qui aujourd'hui ont un travail et qui aujourd'hui ont une qualification. Pour certains qui avaient fini les études depuis des années, qui n'arrivaient même pas à faire un stage pour pouvoir valider leur diplôme, qui ont eu l'opportunité de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre opportunité que le gouvernement offre aux jeunes pour qu'on puisse saisir cette opportunité qui nous est offerte. D'accord, avec vous, avant de passer justement aux autres 142 000 jeunes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est à répétita, c'est-à-dire après
cette cible-là, il y aura encore un autre segment de 142 000 jeunes ou Non, meilleure explication? il se pourrait que ce soit un peu plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le segment 2023-2024, ou du moins sur la période 2023-2024, dans le même programme PNSA, c'est 116 000 jeunes qui avaient été pris en compte. 116 000 jeunes. 116 000. Donc pour la période 2024-2025, c'est 142 000. OK. De la période, je dis à la suite, on verra Bien sûr. exactement comment est-ce qu'on peut encore prendre d'autres personnes. Mais je crois que l'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'aller crescendo, c'est-à-dire passer d'aller du plus faible au plus grand. Donc on a commencé 116 000, aujourd'hui on est à 142 000. Peut-être les années prochaines, on sera à 150 000, voire 200 000. Très Vraiment, bien. c'est l'objectif. Parce que l'idée, in fine, comme je le dis, c'est de permettre quand même aux jeunes gens de pouvoir non seulement valider leur diplôme, mais également aussi de pouvoir se reconvertir ou bien avoir un premier emploi. Herman, lorsqu'on écoute Élisée faire ainsi le profil de ce programme-là, quel est votre commentaire maintenant sur cette initiative gouvernementale? Je ne suis pas surpris avec le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et autres. On en est habitué aux programmes nationaux, au PN, comme on le dit. Aujourd'hui, c'est le PNSA. C'est vrai que ce programme, on l'a observé pour 2023. On a vu un peu ce que ça a donné, les différentes cohortes qu'on a pu observer. Moi, finalement, la question que je me pose après après avoir salué l'initiative, c'est combien de ces jeunes déjà pour la cohorte de 116 000 pour la première année en 2023, combien de ces jeunes-là ont finalement, que ce soit ceux qui étaient en diplôme, qui étaient en stage pour valider leur diplôme, ou bien ceux qui ont voulu faire une reconversion, ou encore ceux qui veulent faire des formations pour pouvoir s'insérer, combien de ces jeunes-là finalement ont pu obtenir finalement un emploi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former les jeunes, de Vous leur voulez avoir donner le des feedback? aptitudes. Combien de ces jeunes, OK. des 116 000 déjà, ont pu obtenir un emploi? Parce que si, finalement, on a 1000 ou 2000 jeunes qui ont eu un emploi sur 116 000, je ne crois pas que l'objectif pas que ça soit forcément l'objectif dans ce programme, mais je ne crois pas que cela règle le problème des jeunes. Élisée, vous avez un point, justement, la question c'est que sur 116 000, Oui, vous annoncez ce chiffre. c'est une question hyper pertinente que pose Herman, mais en même temps une question aussi à laquelle on a la réponse, et la réponse nous a été même donnée hier par l'administrateur de l'agence emploi jeune qui a été confirmé par plusieurs autres jeunes, en tout cas structures étatiques qui étaient présentes. Déjà pour la cohorte de 2023-2024, c'est-à-dire les 116 000, oui. on a eu 70% qui ont pu avoir un pré-emploi. C'est-à-dire qu'on pu quand même commencer à travailler, 70% de ceux qui étaient dans le programme qui ont pu. Donc si vous passez sur 116 000, on peut dire environ 80 000 jeunes ont pu trouver une porte d'insertion sur la période 2023-2024. C'est vrai que l'idéal serait qu'on soit peut-être autour des 100% ou bien des 99%, ouais. Mais je pense que ça monte crescendo. Donc certainement qu'à partir de ces 70%-là, ceux qui étaient peut-être sceptiques au programme aujourd'hui vont s'inscrire dans le programme et de plus en plus, on va permettre vraiment d'avoir le plus d'insertion. Et ça a été l'un des appels lancés par le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, pardon, l'insertion professionnelle du service civique, le ministre Mamadou Touré, à l'endroit des entreprises aussi bien étatiques que privées, de se rendre disponibles vraiment pour ouvrir leurs portes au stage pour ces jeunes-là et leur permettre quand même de faire une première expérience pour la plupart et aussi pour les reconversions. Très bien. Écoutons Aïcha Crépi, quel est votre commentaire et analyse justement sur le PNSA? Alors déjà, pour rebondir et ses ouvertures. À ce qu'Élisée disait, quand on parle de pré-emploi, je ne sais pas si on parle de promesse d'embauche. Si on parle de ça, c'est très bien. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire un pré-emploi, hein, mais si c'est une promesse d'embauche, c'est bien, à condition que les entreprises respectent leurs engagements, effectivement. Normalement, une promesse d'embauche engage l'entreprise. Selon vous, le pré-emploi répondra à quelle notion? La notion d'insertion professionnelle, tout simplement, c'est le but du jeu. Voilà, je suis contente de cette initiative, il la fallait, elle est nécessaire quand on sait qu'on a une jeunesse, en tout cas selon le recensement 2021 du ministère du Plan et du Développement, qui est de 75% de la population, qui a moins de 35 ans. Hein. C'est quand même cette jeunesse qui va créer, qui va développer le pays. De toute façon, ce sera ça. Selon l'enquête nationale sur l'emploi, donc l'ENE de 2019, c'est dommage qu'on n'ait pas plus récent. La population en âge de travailler est estimée à 13 millions de personnes. Et cette enquête-là révèle aussi que les personnes qu'on appelle les nets, sans emploi, sans formation, qui ne sont pas insérés dans le système scolaire, ceux qui font rien en fait, excusez-moi, sont estimés à peu près 2 millions de la population. Quand on sait tout ça, ces mesures-là sont nécessaires. On comprend que la jeunesse, surtout africaine, est un puissant poumon économique, en tout cas en Côte d'Ivoire, pour la population. Et qu'on a besoin d'eux. Donc il faut absolument capitaliser sur les formations, absolument capitaliser sur l'éducation. Les stages, pardon, sont très importants pour avoir le privilège
de choisir et non subir son métier, Oui. choisir et non subir son orientation. L'apprentissage aussi doit être développé, c'est-à-dire qu'on demande à des jeunes diplômés d'être compétents, d'avoir de l'expérience, ce qu'ils n'ont pas en général, donc c'est très important. Et la reconversion aussi pour ceux qui se sont trompés, parce qu'ils ont le droit de se tromper, effectivement. Donc ce sont les gens compétents qui vont, et heureux au travail, il faut le dire aussi, qui vont créer de la richesse et de la valeur dans notre pays, là où, et je terminerai là-dessus, les grandes puissances, aujourd'hui, ce qu'on appelle le G8, entre guillemets, ont une population vieillissante, il faut le dire. Nous, on a exactement le contraire ici. On a une jeunesse qui doit travailler, qui doit avoir les opportunités de travailler pour éviter justement une fuite en avant. Parce que ces pays-là vont avoir un manque criant de main-d'œuvre, et ça commence déjà. Et donc, pour éviter cette fuite de cerveau en avant, on doit capitaliser sur cette jeunesse et les former et leur donner de l'emploi. Donc, le fait de dématérialiser, c'est très bien aussi. Très bien, Puisqu'on a le site www.jeune.ci. Je pense que l'État a compris que la jeunesse est sur Internet, a des smartphones et se modernise. C'est très bien. Daouda Coulibaly, quel est votre regard justement de ce programme qui vise à insérer, j'allais dire, à travailler à l'insertion de ces 142 000 jeunes Ivoiriens? Bon, je pense que c'est après les 116 000, on est à 142 000. Je pense qu'on doit être autour de plus de 200 000. Toute cette tranche-là, en tout cas. Voilà. Christelle, je pense que sur ce plateau, nous avons un rôle d'éducation et d'information. Et donc, il faut faire de la pédagogie à nos jeunes petits frères qui sont à la recherche du premier emploi. C'est très important. La première des choses, c'est que on sait tous en Côte d'Ivoire ici combien de fois quand nos petits frères cherchent de l'emploi, et nous-mêmes on en a fait les frais. Tu cherches de l'emploi, tu vas demander de l'emploi, on te demande 5 ans d'expérience. Plusieurs années d'expérience. Ouais. Finalement, si personne ne te donne ta chance, comment est-ce que tu vas avoir au moins, au minimum, 1 an d'expérience? Je pense qu'au vu de cette problématique, l'État de Côte d'Ivoire prend le problème à bras le corps en prenant le taureau par les cornes pour dire, OK, désormais, on va mettre un programme en place. Mais pourquoi est-ce que, si vous avez remarqué, pour ceux qui ont suivi l'activité, il y a des entreprises qui ont reçu des attestations, des félicitations, qui ont été félicitées. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là donnent la chance à ces jeunes-là. Entreprises citoyennes. Voilà. Au-delà d'être même des entreprises citoyennes, vous vous rappelez que le président Alassane Ouattara, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues s'installer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, souvent de fois, il y a un manque de qualification. Il y a une inadéquation entre l'emploi et la qualification. Donc finalement, l'État aussi a un rôle. C'est en ce moment-là que ce programme-là vient pour faire en sorte que des personnes puissent se reconvertir. J'y étais hier. J'ai vu un cas de quelqu'un qui a fait de la philosophie. Il est docteur en philosophie. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il travaille dans les photovoltaïques. Oh. Vous voyez? Reconversion. Reconversion. Moi qui suis assis sur ce plateau devant vous, oui. Si vous remarquez très bien, généralement, quand je parle de l'enseignement technique de la formation professionnelle, je parle avec beaucoup d'émotion parce que je suis un pur produit de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'ai une formation de base comptable. Aujourd'hui, je suis journaliste et je peux le dire, chroniqueur émérite sur votre plateau. C'est pour dire aux uns et aux autres qu'à un moment... Oui. Émérite permettait... Excusez-moi, non mais je vais le dire moi-même. Le triomphe modeste. Oui, franchement, je vais faire du chauvinisme, Christelle, excusez-moi. Mais là où je viens en venir, c'est quoi? C'est pour dire à nos jeunes, ce n'est pas parce que tu as fait un diplôme en sociologie, en philosophie, en quoi que ce soit, souvent de fois, il faut regarder les secteurs porteurs au pays. Et en fonction de cela, tu peux véritablement t'insérer. Parce que si tu espères, parce que j'ai fait criminologie et que je vais devenir criminologue, pendant qu'il n'y a pas d'emploi de criminologie, à qui veux-tu t'en prendre? Très bien. Souvent de fois, il faut regarder les bons filons et les attraper. Et je vais revenir très rapidement. Non, je vais finir très vite. Très bien, merci. Vous savez, les 4 points que Élisée a cités tout à l'heure, il a parlé du stade de validation des diplômes, stade de qualification, formation par apprentissage et formation par reconversion. Revenons sur la formation par apprentissage. Mais c'est pour des gens qui ne sont pas qualifiés du tout. Vous vous rappelez l'école de la deuxième chance. Parce que personne ne doit rester en marge au bord du chemin. Ce n'est pas parce que des gens n'ont pas eu la possibilité de faire de grandes études qu'on doit les laisser au bord de la route. Et ce programme-là s'adresse aux couches les plus défavorisées. Et moi, j'applaudis des 2 mains ce programme parce que la première session, c'était avec l'ex-premier ministre... Et on termine, Daouda. Jérôme Patrick Hachi. Vous vous rappelez de l'histoire où il disait qu'il était dernier en classe à ses débuts.
Voilà. Non, il a été dernier au CPE. Au CPE, voilà. À ses débuts, c'est vague. Voilà. Au CPE, il était dernier. C'est pour dire qu'à un moment donné de nos vies, il faut que quelqu'un donne sa chance. Donc, c'est le lieu d'inviter nos jeunes frères à aller sur le site de l'emploi jeune pour s'inscrire. Allez-y, tester le système. Éprouvez le système. N'écoutez pas les gens qui disent c'est pas bon, c'est de l'arnaque. Ça peut marcher. Allez essayer. Merci Daouda. Merci Marius Komoé, le chef du gouvernement qui était là, le Premier ministre, a invité donc les jeunes à faire preuve de volonté et de persévérance et à saisir les opportunités de formation et d'emploi pour être parmi les 70% qui pourraient être au terme des stages, donc avoir un emploi. Cet appel à la jeunesse était-il important, Marius Komoé? Bien évidemment. Le rôle du gouvernement, c'est quoi justement? C'est de régler, bien évidemment, les questions d'employabilité qui se posent à la jeunesse ivoirienne. On met nos enfants à l'école dans la perspective de les voir réussir dans la vie. Bien sûr. Or, on ne peut réussir dans la vie sans avoir d'emploi, sans avoir une activité rémunérée qui pourrait naturellement permettre non seulement à l'employé de pouvoir vivre aisément, d'être indépendant financièrement, mais surtout de prendre en charge également les siens. Et pour ce que nous voyons depuis un bon moment dans le pays, c'est qu'on s'est toujours plaint du fait que nos enfants, nos jeunes frères vont à l'école, ils font de bons diplômes, certains ont le Master 1, Master 2, ils ont le doctorat et autres, mais ils sont assis à la maison. Et si d'ordinaire, justement, cette initiative tend à permettre à nos jeunes d'avoir ne serait-ce qu'un simple stage, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment difficile pour nos jeunes d'avoir un simple stage. Or, qu'est-ce qu'un simple stage? Mais le stage, c'est en fait le pré-emploi dont vous parlez tantôt. Ça permet justement à un individu d'entrer dans une entreprise et de pouvoir naturellement bénéficier sur le terrain. De façon pratique. Voilà, de façon pratique. Avoir la réalité du terrain. Tout à fait. Et donc, c'est en vérité la phase d'observation préalable à la conclusion de tout contrat de travail. Et c'est au cours de cette phase, l'employeur a le temps de vérifier les compétences de l'employé, y compris son rendement au niveau du travail. L'employé également se rend compte des conditions qui sont mises à sa disposition. Et donc tout ça, c'est très rare qu'on en trouve. Et puis quand on a fini de dire ça et qu'on regarde tout ce que le gouvernement veut véritablement imprimer, il serait bon également d'inviter le gouvernement, bien que le gouvernement cherche justement à mettre nos enfants dans les stages avec des partenaires qui ne sont autres que des entreprises. Comme le ministre Mamadou Touré lui-même l'a dit, son ministère est sur ce dossier avec des entreprises. C'est vraiment salutaire, mais il n'en demeure pas moins de lui rappeler que une fois dans les entreprises, beaucoup de nos entreprises légalement constituées rémunèrent de la mauvaise manière nos enfants, en deçà totalement de leurs compétences. Et ça, vraiment, il faut que l'État y jette un coup d'œil. C'est-à-dire pour le stage, lorsque l'élève ou l'étudiant arrive pour son stage, il est mal rémunéré. Il est non seulement mal rémunéré, mais ce qui plus est, tenez-vous bien, il apparaît même comme un ouvrier qu'on envoie pour aller payer les beaux-frottos, à midi. Non, c'est pas le... Voilà, les beignets et autres. Non, soyons sérieux. Et puis plus grave, c'est qu'on utilise nos enfants pendant 2 ans. C'est-à-dire? On le prend en stage pendant 2 ans et durant les 2 années, on lui paye peut-être, et ça c'est quand l'entreprise a été gentille, on leur paye les primes de transport qui n'atteignent même pas le SMIC. Qui plus est, une fois les 2 ans passés, on libère ces derniers. Certaines entreprises libèrent. Oui, certaines entreprises les libèrent et puis les rappeler après pour la simple raison qu'on ne voudrait pas les embaucher. Parce qu'après 2 ans, la loi les oblige à les embaucher. Mais pour ne pas les embaucher, ils préfèrent les libérer. Il faut que le gouvernement regarde tout ça. C'est de l'exploitation et ça ne peut pas continuer dans ce pays. Très bien. Alors, en tant que premier responsable des consommateurs, évidemment, vous avez les bons retours et vous nous faites donc ce point-là. Bien entendu. Non, mais un point adressé au gouvernement, bien entendu. Je sais que le gouvernement est très attentif à nos préoccupations, voilà, au sujet que nous abordons. Et nous sommes convaincus que cet aspect des choses, certainement, devrait préoccuper le ministre. Herman, vous demandiez la parole. Alors, je voulais faire comme Marie. Une situation appendice au sujet? Oui, parce que lui, il a abordé la situation de ceux qui travaillent.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un deal qu'ils ont, les agences de recrutement. Il faudrait qu'on en parle. C'est-à-dire que moi, je suis une grande enseigne. Au lieu de moi-même procéder à mon recrutement, j'ai peut-être 100 emplois disponibles. Au lieu de procéder à moi-même mon recrutement, je vais solliciter des agences qui sont des agences généralement privées, un peu comme Pôle emploi, mais qui sont chargées de recruter ces 100 individus. Mais souvent, ces agences-là négocient des salaires de près de 400 000 francs par individu et au finish, ces employés on leur donne souvent des contrats à durée déterminée, mais ils se retrouvent avec peut-être 4 fois moins ce qui a été... Des agences privées. Ces agences privées-là. Et il y en a, aujourd'hui, vous regardez ceux qui gèrent, les jeunes filles qui gèrent les call centers, aujourd'hui même les vigiles et autres. Vous partez plus loin pour regarder l'origine de leur salaire, ou bien vous regardez un peu leur salaire qui a été négocié avec ces agences-là. C'est souvent des salaires qui sont exorbitants, enfin, par rapport à leur métier. Mais l'agence qui fait la sous-traitance, qui fait la sous-traitance garde tout le reste et on leur donne. Il faudrait qu'on revoie ça. L'État essaie de regarder ces agences-là pour qu'au finish, parce que l'objectif, c'est que celui qui travaille puisse bénéficier en premier des efforts. On sait bien qu'ils permettent de créer une certaine courroie, une courroie entre les employeurs et celui qui cherche du travail, mais ça ne sert à rien de venir ici profiter aussi de façon déséquilibrée de ces jeunes-là qui cherchent du travail. Très bien, messieurs. Il nous reste 2 minutes pour terminer ce sujet. Daouda avec vous et on termine avec Aïcha. Très rapidement, j'aimerais revenir sur un point. Je n'ai pas envie de revenir sur les coins des sous-traitants de job parce que je pense que l'employabilité est libre. Tu regardes les contrats, tu signes. En même temps, le point d'Herman s'entend. L'État a un rôle de régulateur. S'il vous plaît, je pense que j'ai souffert pour vous écouter. Non, Herman, non, c'est lui qui a la parole. Mais oui, mais même s'il évoque, vous n'êtes pas encore rappelé. Donc attendez, Daouda, allez-y. Merci beaucoup. Donc, le point sur lequel j'aimerais revenir sur le point de mon très cher grand frère, Marius. En fait, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que souvent de fois, tu en parlais de ceux qui ont des masters, des doctorats, l'école n'est qu'un tremplin. L'école, c'est un tremplin. Donc, quand tu as un master et que tu regardes le monde de l'emploi, le marché, et que tu vois que le diplôme que j'ai, il n'y a pas de débouchés sur le terrain, c'est à nous-mêmes, à un certain moment, il faut se réinventer. Ça aussi, c'est très important. Il faut se réinventer. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc, il ne faut pas s'asseoir sur son diplôme. J'ai un master, j'ai un doctorat. Aujourd'hui, les gens sont plus dans la qualification. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il faut aller chercher ce point-là. Le dernier point que j'aimerais véritablement, et ça c'est un plaidoyer, Christelle, je souhaiterais qu'on finisse cette émission-là en invitant nos jeunes frères à aller. Parce que pour nous autres... Aller où ça? Aller sur la plateforme de l'emploi jeune. Parce que pour nous autres qui passons beaucoup de temps sur les médias sociaux, mais souvent toi tu entends des gens dire non, c'est pas bon, ça ne marche pas. Finalement, tu prends 10 jeunes, tu fais un sondage sur 10 jeunes, tu te demandes ça ne marche pas, est-ce que tu as essayé? Non. Tu te rends compte qu'ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas commencé. Donc, encourageons ces jeunes-là à y aller. Ne cherchons pas. Le programme a été, c'est la deuxième phase. 116 000 jeunes ont eu la chance d'avoir participé. Ils sont à 142 000. Poussons-les à y aller. C'était ça mon point pour pouvoir terminer. Très bien. Alors, Aïcha, mais je pense que Marius, vous remuiez la tête lors des propos de Daouda qui estimait que les jeunes devaient se réinventer en regardant l'environnement en réaction. C'est-il lui-même réinventé? Mais c'est ce que j'ai dit, je me suis réinventé. Il a expliqué. Bon, dans la vie, on ne peut pas tous se réinventer. Il faut qu'on comprenne que quelqu'un ne peut pas aller passer 10, 15, 20 ans de sa vie sur les bancs, pour certains même plus d'une dizaine d'années sur les bancs universitaires, pour qu'on vienne lui dire après de se réinventer. Non, non, il termine. Non, il va terminer. Il termine. Je vais pouvoir partager ça. Il peut oublier son point. Terminez, Marius. Il faut laisser le gouvernement aller à l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est de régler toutes les questions d'employabilité de nos jeunes. Que le jeune ait fait un master en criminologie ou un master en comptabilité, et qu'on lui demande de se réinventer, comment va-t-il se réinventer? Pour quelqu'un qui a fait de la comptabilité, il n'a qu'à faire de la logistique, ou bien il n'a qu'à faire de l'informatique, ou bien comment va-t-il se réinventer en vendant des beaux photos? Pourquoi pas? Mais je ne sais pas.
Marius, très rapidement, Daouda, je vais te dire, rapidement. quand je parle de se réinventer, le problème ici, c'est que nous sommes sur le marché de l'emploi. Les études que tu as menées, il n'y a pas de débouché. Vas-tu mourir de faim? Non. Je pense, à mon humble avis, qu'à un certain moment, il faut regarder les secteurs qui ont des débouchés pour aller apprendre. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier ce terme-là, l'école n'est qu'un tremplin. Très bien, merci. On vous a écouté. On écoute Aïcha, ensuite Élisée et puis Herman. Pour répondre aux doyens et aller dans le sens de Daouda. Se réinventer, c'est le mot qui crée un peu... Là, on parle de réorientation, entre guillemets. C'est la reconversion. Voilà, la reconversion professionnelle. Mais c'est pour ça aussi que l'orientation est très importante et que les parents doivent accompagner aussi les enfants dans ce... On ne va pas faire des études d'histoire, de l'art, par exemple, pendant 10 ans, 15 ans, devenir docteur, si dans ce secteur-là, dans son pays où on veut travailler, il n'y a pas de débouché. Il faut aussi être en corrélation avec le marché derrière et s'intéresser au marché du travail très tôt dans son cursus scolaire. Et juste pour terminer, les stages de tout temps ont toujours été un moyen, on est tous passés par là, d'apprentissage vers la vie professionnelle obligatoire. Il faut se rendre aussi employable. Là, je suis d'accord avec Daouda à 100%. Il faut se rendre employable et savoir aussi marquer son territoire, c'est-à-dire se rendre utile dans une entreprise pour qu'on passe du salaire de stagiaire et qu'on se dise c'est utile de l'embaucher avec un salaire. Ça veut dire quoi, être utile dans l'entreprise? Puisque le cas de Marius que vous citez, justement, il disait que la personne était un peu utilisée. Certaines personnes, en tout cas, les utiliseraient pour acheter, je prends et je cote, des beaux flottos, voilà, les utilisent comme des petits coursiers. Voilà, ça c'est voir le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Très bien. Il y a la partie aussi où vous pouvez tomber sur des personnes qui ne vont pas vous utiliser. Concentrez-vous sur les personnes qui ne vont pas vous utiliser ou alors changez. Moi, j'ai changé plusieurs fois de lieu de stage. Parce que je n'étais pas là pour faire le café pour les gens, en fait. Prenez-vous en charge. Herman, et ensuite on termine avec Élisée. Je voulais dire, mais je trouve que... Je soutiens Marius, encore une fois. Mais qui est chargé de l'adéquation formation-emploi? C'est l'État. C'est l'État qui met à disposition les différentes formations, qui a une politique d'éducation, qui a une politique de formation. Est-ce que l'État ne le fait pas? En Côte d'Ivoire, ici, on a eu des années de BTS. À profusion, il y avait des RHCOM. Mais quand on forme des gens, on leur dit qu'il y a une formation qui s'appelle RHCOM, ou bien on avait eu par le passé gestion commerciale. Mais quand on les forme à outrance sans calculer le besoin du marché, mais à qui ils vont aller se plaindre après? Ce sont eux, on leur a dit, on les a orientés à se former là. Quand ils finissent, moi je ne crois pas que Daouda il a eu beaucoup de chance. Hein. Il a fini une formation de comptable. J'ai pas eu de chance. Et par passion, il est venu être journaliste. J'ai pas eu la chance. Je suis allé chercher. Daouda, on termine. Je suis allé provoquer le bonheur. Daouda, il termine. Combien aujourd'hui, si on parle même d'intérêt pour une formation. Mais un comptable en Côte d'Ivoire, il est mieux logé qu'un journaliste. Donc Daouda, il n'a qu'à nous dire comment est-ce qu'il se plaît. Ce n'est pas passion, certainement, qu'il est dans ce métier. Mais on ne va pas aller se réinventer pour une passion simplement. On se réinvente parce qu'on a besoin aussi d'avoir une formation, comment on appelle, un boulot, un emploi qui va nous être utile. Donc l'adéquation du marché, je reviens à l'adéquation formation-emploi. Qui gère cela? C'est l'État. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que les jeunes qui ont fini par se former en ressources humaines et communication, en gestion commerciale, en ceci, en cela, ça ne voudrait pas donner l'impression que ceux-là, ils sont partis eux-mêmes. C'est parce qu'on les a orientés là. Souvent de fois, comme ils aiment bien cette expression, souvent de fois, les jeunes, quand ils ont leur bac, où ils demandent à ce qu'on les oriente, ce n'est pas là-haut qu'on les oriente. L'État les envoie ailleurs. Très bien. Élisée Boloube, avec vous, regardons un peu. On voit bien que sur ce plateau, il y a OK, on fait le PNSA. Ton temps après. Daouda. Herman et Daouda, permettez qu'on puisse parler avec Élisée, s'il vous plaît. Herman et Daouda, s'il vous plaît. Élisée Boloube, le PNSA, donc 100 ans, il est nécessaire pour ces jeunes-là, les jeunes de Côte d'Ivoire, d'avoir ce programme. Mais en même temps, regardons un peu les points évoqués par Herman et Marius. La formation. Oui, adéquation, formation. Non, les points évoqués par Herman et Marius, et même par Daouda, c'est des points qui s'entendent. Hein. Moi, je dis, vous savez, un État, en réalité, les politiques publiques se basent sur une vision. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Je crois qu'il y a un programme qui a été mis en place par le gouvernement qu'on a appelé Côte d'Ivoire 2030. Oui. Moi, j'ai eu l'opportunité au cours d'un séminaire de voir un peu les grands axes. J'ai une idée un peu de où on veut partir. Dites-nous un peu, donc, alors. Oui, mais l'idée... Sur le point éducation, justement. Voilà. Déjà, non, parce que le programme global, c'est de là que se déclinent les autres programmes. Tout à fait. Déjà, l'idée dans Côte d'Ivoire 2030, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, comme on l'indique très souvent, un pays
à revenu intermédiaire supérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que la question de l'industrie soit une réalité dans notre pays. Parce qu'on est un pays déjà agricole, où on a beaucoup de matières premières, de cultures de rente. Mais le problème, on ne bénéficie pas assez parce que la majorité de ces produits-là sont exportés en brut. Alors qu'aujourd'hui, si on le transforme, on devient une puissance. Et justement, les pouvoirs publics ont un esprit et la volonté de pouvoir industrialiser le pays. Ça, c'est les pouvoirs publics. Mais quand vous avez une telle vision, donc ça veut dire que vous orientez maintenant l'éducation dans ce sens. C'est-à-dire quoi? On veut faire de notre pays un pays industriel où on aura des gens qui puissent animer des usines, où on a des gens qui puissent gérer les centrales photovoltaïques. Et d'ailleurs, à cause de la centrale photovoltaïque de Bundiali, je vous apprends qu'on est en train d'ouvrir une école spécialement dédiée à la question des centrales photovoltaïques à Yopougon. Mais c'est ça, en fait, la vision. C'est-à-dire que vous avez une vision, vous donnez les moyens et vous orientez votre jeunesse vers cette vision en réalité. Donc, ce qu'ils disent là, ça s'entend. Maintenant, après aussi, il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. L'État, avec sa bonne volonté, le gouvernement, sa bonne volonté, ne peut pas employer tout le monde. Pour exemple, chaque année en Côte d'Ivoire, on a au moins 150 000 à 200 000 bacheliers. Simplement chaque année. Prenez sur 10 ans, vous êtes à combien? Là, tout à l'heure, elle a évoqué 75% de notre population à moins de 35 ans. C'est-à-dire près de 20 millions d'habitants, presque 20 millions d'habitants, un peu plus même, sont constitués de jeunes qui ont moins de 35 ans. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes qui peuvent travailler. La fonction publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est autour de 250 000, 300 000 fonctionnaires, pas plus que ça. C'est-à-dire que l'État, avec sa bonne volonté, ne peut pas embaucher tout le monde. Comment on peut permettre quand même à certains, même si on ne peut pas les embaucher, de se prendre en charge? Donc c'est pour la nécessité de ces programmes qui vous permettent d'avoir un certain nombre de rudiments, un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre vous-même, même si vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas la possibilité d'entrer dans la fonction publique, mais vous pouvez vous prendre en charge, vous pouvez vous reconvertir, aller vers le privé. Donc ces programmes-là, c'est des programmes salutaires. Comme je le dis, on n'est pas dans le meilleur des mondes, mais il y a déjà une initiative qui est prise, il faut qu'on la salue, on l'encourage et que, comme Daouda l'a dit, on exhorte tous nos jeunes frères à s'orienter vers ces programmes-là, à aller à l'information, parce que de là peut découler leur salut. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On a terminé sur le sujet. Allons à l'Assemblée nationale. Daouda, non. Allons à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale, justement, s'exprimait lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Il appelait à des élections apaisées devant donc les députés présents et un parterre d'invités prestigieux africains. Ses collègues des assemblées nationales du Nigeria, du Bénin, Sénégal, Togo, Ghana étaient présents et il a eu à faire une adresse assez importante devant donc ce beau monde. Messieurs, essayons de regarder, de décrypter simplement. Hein. On va faire un petit tour de table sans grand débat. Chacun a la parole, on laisse l'autre parler jusqu'à la fin. Merci. Daouda, on commence par vous. Comment est-ce que vous réagissez justement à cet appel-là, aux élections apaisées par le président de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, Christelle. C'est vrai que j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale parler de paix, de cohésion, de maturité à l'approche de ces élections-là qui arrivent en 2025. J'ai été très heureux parce que, à la vérité, pour moi, son discours s'inscrit de plein pied dans celui du président qui parle d'élections démocratiques, transparentes et qui va se passer sans heurts. Il a dit que tout allait bien se passer. Mais mon postulat à moi aujourd'hui, je pense que ce message n'est pas adressé à la population ivoirienne. Il est adressé à qui? Non, il faut que ce message est adressé à eux-mêmes politiciens. Au cadre du PPACI, au cadre du RHDP, au cadre du PDCI, qui, lorsqu'ils se retrouvent en conférence de presse, lorsqu'ils se retrouvent dans un meeting, le discours qui sort est tellement violent, tellement agressif, que finalement, leurs militants les suivent. Or, la plupart des militants des partis politiques aussi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu regardes les formations politiques en Côte d'Ivoire, combien de partis politiques forment véritablement leurs militants? Ils sont combien? Il y en a. Vraiment, c'est très rare, comme la chance. Or, on sait que nous sommes en Côte d'Ivoire. Le poisson, il pourrit par la tête. Eux, ce sont les leaders. Donc, qu'ils se parlent à eux-mêmes, qu'ils soient eux-mêmes des exemples. Inexorablement, vous allez voir que les militants des différents QG politiques vont suivre la cadence et on aura une élection apaisée pour une fois en Côte d'Ivoire. Et c'est un rêve, c'est un vœu pieux que je fais. Parce que depuis 1990, je n'ai jamais vu une alternance entre l'ancien président et le nouveau président. J'ai été heureux de voir Joe Biden dire « Welcome home ». Donald J. Trump. J'ai envie de voir quelqu'un en Côte d'Ivoire dire « Welcome home ». Bienvenue dans ta maison. Merci Daouda. Marius Komoé, commentaire et on termine. On va terminer avec
Aïcha, Élisée et Herman. Ah, j'allais dire, si ces propos pouvaient tomber dans les oreilles de tous et de toutes. C'est un appel important venant de la troisième personnalité de la République, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale. Ces propos venant de M. Adama Bitogo sont salutaires. C'est tout le mal que nous souhaitons à ce pays. La stabilité, la paix, l'unité. Qu'une élection ne devienne pas le lieu pour les uns et les autres de mettre le pays sans dessous. On va à une élection, on le voit partout, autour de nous au Ghana, avant-hier au Sénégal, hier c'était aux États-Unis. Pas de mort. On peut le faire ici. Pourvu que les uns et les autres comprennent, mettent l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leurs préoccupations. Et donc, comme le disait Daouda, et c'était mon verbatim, dans les faits, je ne pense même pas un tant soit peu que l'adresse annoncée par le président de l'Assemblée nationale s'adresse aux populations ivoiriennes. Pour vous, c'est en politique. Mais c'est aux politiques. C'est eux qui mettent ce pays à feu et à sang. Merci. Et donc, il faut bien qu'ils comprennent la nécessité de nous conduire cette fois-ci à cette élection de 2025 sans qu'on coupe la tête de quelqu'un et qu'on en fasse un ballon. Herman, réaction, commentaire. Mais moi, j'avoue que j'ai écouté religieusement le discours du président de l'Assemblée nationale. Voilà, et il articulait sur ce qui m'a beaucoup, où je l'attendais justement, c'était au niveau de la maturité politique à laquelle il appelait les Ivoiriens et autres. Mais je crois qu'il n'a pas peut-être perçu certains messages de ses confrères responsables de Sénat ou d'appareils parlementaires de la sous-région qui sont arrivés. Je vais vous prendre les propos de Vital Kamerhe, par exemple, qui a dit, par exemple, pour réduire, il faudrait appeler à une certaine unité africaine pour réduire, comme président de l'Assemblée nationale de la RDC, pour réduire les conflits sur le continent en trouvant des solutions africaines aux problèmes africains. Deuxième chose, je prends celui du président du Sénat de la République fédérale du Nigeria, Godswill Akpabio, qui disait qu'il demandait à ce que les députés ivoiriens fassent en sorte que des réformes électorales puissent transmettre la transparence et montrer à nos populations que leur vote reflète leur volonté. C'est des messages. Malik India, je vais vous laisser. Il a dit aussi qu'il faut que la génération, cette nouvelle génération d'Africains ou bien de législateurs africains soit une génération qui puisse aller à la rupture et du changement systémique, de sorte que le soleil de la souveraineté brille partout et qu'il en soit ainsi pour nos enfants. En quoi est-ce qu'il n'a pas compris donc je vous fais taire, je ne veux pas vous revenir sur les messages des différents groupes parlementaires, notamment de l'opposition, du PDS. Oui, mais pour revenir à vos propos, vous disiez qu'il n'avait pas compris les messages de ses invités. Mais aujourd'hui, quand on appelle à des élections apaisées, on appelle à ce que les gens soient responsables et autres, il faut faire en sorte que tout l'environnement du processus électoral soit transparent, soit inclusif, soit démocratique. Et ça, c'est simple. Aujourd'hui, on a le challenge de la révision de la liste électorale. Malgré le fait qu'au budget de 2025, qui a été voté récemment, il a inscrit 27 milliards prévus pour la révision de la liste électorale. Mais il n'y a pas encore eu d'annonce sur si effectivement les Ivoiriens vont connaître cette opération. Parce que déjà, la CEI avait annoncé qu'il n'en aurait pas parce que pour question de calendrier. Mais qu'on vient nous dire, est-ce que la révision de la liste électorale doit se tenir? Il y a la question de la reprise du dialogue politique à laquelle l'opposition appelle justement. Lui, le président de l'Assemblée nationale, qui demande aux députés de légiférer sur ces questions-là pour amener le gouvernement. Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une certaine collision entre les différents pouvoirs en Côte d'Ivoire, mais le pouvoir législatif est celui qui regarde le travail, qui consulte le travail de l'exécutif. Voilà. Voici les questions qui sont posées. Ces points-là auraient dû donc être abordés avant de demander des élections apaisées. Lui, Adama Bitogo, il sait où exactement se trouve le problème. Comment est-ce qu'il faut le régler? Il ne faudrait pas qu'on fasse des discours politiques pour dire que c'est la responsabilité des populations ivoiriennes. Très bien. Aïcha, votre point de vue là-dessus. Pour ne pas redire ce qui a été dit, je pense que M. Adama Bitogo est le troisième homme de l'État, si je ne me trompe pas.
sa parole résonne fort, encore plus dans un hémicycle comme celui-ci. C'est très important ce qu'il a dit. J'ai retenu conscience citoyenne, les termes que j'ai appréciés particulièrement, patriotisme effectivement, et maturité politique. Je pense qu'on a besoin... Ce sont des mots forts, selon vous. Oui. Et il faut qu'ils soient dits par ces acteurs-là, justement. Je pense qu'il faut une maturité tout court, parce qu'accepter des résultats font partie de l'apprentissage de l'adulte. La conscience citoyenne, c'est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux au nom du respect de la dignité. On parle d'harmonisation de la société. Et pour finir, juste, l'harmonisation de la société, la conscience citoyenne, c'est aussi laisser l'individu pour être un ensemble d'hommes et femmes attachés à un projet commun. Le projet commun, comme il l'a dit, patriotisme, c'est la Côte d'Ivoire avant tout. Donc merci pour ce message. Merci beaucoup, Élisée. Vous, quel est votre regard justement sur cet appel aux élections apaisées? Oui, moi, je salue déjà ce message-là. Tous les messages qui vont dans le sens vraiment de ramener les uns et les autres vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'intérêt général, à savoir la paix. Parce que moi, je dis, quel que soit le nom que tu peux porter en Côte d'Ivoire, tu n'es pas plus important que la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne d'autre qui soit plus important que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est priorité des priorités, quel que soit le nom que tu peux porter. Donc, pour moi, si c'est possible déjà qu'on puisse lancer un appel qui mette en avant l'intérêt supérieur, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, moi, je suis totalement d'avis avec. Mais je pense aussi, un peu comme ce que certains ont dit, que la balle est un peu dans le camp du Parlement. La question des élections apaisées, je pense qu'ils ont aussi un rôle très important à jouer dedans. Parce qu'après, il ne s'agit pas aussi juste de dire des discours, et puis après, quand on va rentrer dans le roche maintenant, c'est nous-mêmes qui devenons, je vais dire, les ambianceurs de foule. C'est nous-mêmes qui devenons ceux-là qui chauffent les foules à blanc. Les députés, on ne les reconnaît plus. Après qu'on rentre dans la période électorale, c'est eux-mêmes qui sont en train de chauffer les foules, qui même menacent, qui lancent vraiment des invectives et autres, tout ça. Donc, on ne peut pas tenir de tels discours et puis après se retrouver comme ça. Si tous les députés, quels que soient les partis dans lesquels ils sont, prennent à leur compte le bâton de pèlerin de la paix et de la sensibilisation, même à l'intérieur de leur parti politique, s'ils peuvent déjà jouer ce rôle-là d'apaisement, je crois que ça sera déjà le début d'élections qui sera apaisée et transparente. Donc, leur responsabilité est grande dans le processus électoral qui arrive. Mais déjà, est-ce qu'il ne faut pas saluer ces propos-là? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai fait en entame. C'est ce que j'ai fait en entame. Voilà. C'est salutaire. Saluer. Très bien. Saluer. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. En seconde partie de ce temps d'antenne, nous allons parler des raisons. Des raisons des fuites des produits, des produits agricoles vers la Guinée. On aura justement un acteur qui viendra nous expliquer pourquoi certaines personnes envoient les produits agricoles en Guinée. On parlera avec M. Domi Sengo. Restez avec nous. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Ils sont toujours là. Seul Élisée Boloubeu a quitté le plateau parce que simplement nous recevons maintenant M. Domi Sengo. Vous êtes le président de la mutuelle de Dalleux dans le département de Danané. Et avec vous, nous allons essayer de réfléchir ensemble. Vous allez nous instruire un peu sur les raisons des fuites des produits agricoles de l'ouest de la Côte d'Ivoire vers principalement la Guinée. Herman, Aïcha, Marius, Daouda seront là pour vous poser quelques questions. Alors, on se rappelle bien, c'était le mardi 14 janvier. Il y a eu donc ce communiqué du SEMA, du chef d'état-major de Côte d'Ivoire, annonçant au profit donc de l'opération Verrou 322, que des fonctionnaires de l'administration ivoirienne avaient été relevés de leurs fonctions pour leur implication dans l'exportation illicite des produits agricoles de rente vers un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Bon, là, on parle de la Guinée. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de départ des produits agricoles de Côte d'Ivoire vers la Guinée. Et on espère que ce sera la dernière fois. Mais dites-nous, pourquoi est-ce que de l'ouest de la Côte d'Ivoire partent ces produits en tonnes et qui donnent à mal partir à l'économie ivoirienne? Merci bien, madame. Mon plaisir. Je voudrais dans un premier temps dire merci à Live TV de nous recevoir. Avec plaisir. Effectivement, je suis Domi Sengo, président de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Dalleux. Ouais. On a abrégé MUDEDA. À Danané, département de Danané. Département de Danané. Très bien. La fuite des produits agricoles à l'ouest, il faut d'abord dire que l'État, tout comme tous les Ivoiriens, nous, la MUDEDA,
nous avons appris ce communiqué, on a écouté ce communiqué officiel qui relevait de leurs fonctions des autorités administratives et militaires. Dans un premier temps, nous, la MIDEDA, nous sommes respectueux de cette décision. En prenant cette décision, l'État démontre sa ferme volonté de lutter contre ce fléau qui, malheureusement, gangrène l'économie ivoirienne. Et c'était à Sipilou. Hein. C'était à Sipilou. Précisément, dans l'ouest du pays. C'est à Sipilou que cela s'est passé. Maintenant, cela dit, nous voudrions relever, surtout encourager l'État à aller encore plus loin. Parce que le vrai problème dans cette zone, Sipilou-Danané, se trouve sur un axe, l'axe frontalier, et qui sont reliés par une seule voie. Et cette voie-là, qui est en même temps, j'allais dire quoi, qui relie les deux départements, n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Et vous savez, les déplacements dans cette zone-là, soit c'est à pied ou à moto. Et il faut signaler la proximité des derniers villages frontaliers avec la Guinée. 2 km par endroit, 5 km par endroit. Et il faut dire que toute cette frontière-là, ce n'est que de la forêt. Bon, la mobilité étant faite de moto ou à pied, et vous savez, quand il y a un tel schéma dans une zone, ça arrange les trafiquants. Tout à fait. Parce que les trafiquants, ils prospèrent dans tout ce qui est obscur. Et cela favoriserait la fuite, sortie des produits. La fuite des produits, du cacao et autres. Donc par ces voies détournées dans la forêt. Par ces voies détournées dans la forêt. Allez-y, continuez, puis on par ces voies détournées dans la forêt. Et le manque de route. D'abord, la route principale, toutes les voies d'accès au chef-lieu de sous-préfecture, par exemple, d'Aleu, n'existent pas, sont toutes fermées. Les forces de l'ordre qui doivent avoir de la mobilité pour sécuriser n'ont pas cette mobilité. Parce qu'ils sont obligés soit d'aller à pied ou à moto. Même à moto, par endroit, il faut transporter la moto. Il faut transporter la moto par endroit. Par endroit. Et donc, l'un dans l'autre, ça fait que l'action des forces de l'ordre est limitée. Restreinte, oui. Est limitée. Donc, ils n'ont pas la facilité de traquer tous ces indélicats et les trafiquants. Ils sont obligés de faire juste des checkpoints. Voilà, des checkpoints. Par exemple, à Daleu, il y a une gendarmerie mobile qui vient par moment. Il y a la douane, il y a les eaux de forêt. Donc, ça, c'est un checkpoint à Daleu. À Diempleu, c'est sur la même voie. Hein. Dans un autre village là-bas, ils sont là. Mais comment faire pour circuler, c'est difficile. Donc, voilà un peu ce qui expliquerait le comportement de ces trafiquants. Parce que le trafiquant, il est dans l'illégalité et ça l'arrange d'être dans ce flou-là. Dans ce flou. Très bien. Herman, question. Monsieur Senghor, oui. On constate que vous avez présenté la question de la mobilité comme un facteur qui encourage ce trafic-là. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il n'y a pas une réelle préoccupation des producteurs de ces produits agricoles qui voient un bon tonnage parti dans des pays limitrophes comme la Guinée? Les producteurs n'ont pas de problème particulier. Le prix n'est pas un problème. Quand l'État de Côte d'Ivoire a fixé le prix Beauchamp, je crois, 1800 le cacao et puis 1500 pour le café. Le café, oui. Ben, c'est toute une joie. Mais en Guinée, c'est vendu à combien? On fait un rappel? Je n'ai pas les prix en Guinée. Herman? Les gens parlent de 4 000 francs. 4 000 francs, très bien. Est-ce que ce n'est pas une des raisons, comme Herman le disait? Je n'ai pas le prix en Guinée. Mais par contre, il faut savoir que dans la vie, les indélicats, les trafiquants ont des manières pour détourner les gens. Et je dis et je le répète, c'est la route qui les favorise. Ah, d'accord. L'absence de la route les favorise. Mais dites-vous, si la route d'Anané-Sipilou est
est faite de bitume et que toutes les voies d'accès aux différents villages est dégagée et que les véhicules peuvent facilement avoir accès à Dale et autres, bon, il n'y a pas de problème. Très bien. Vous vous rendez compte? Alors, on l'écoute parce qu'il tient pour lui, la raison principale serait donc la mobilité rendue difficile dans cette zone-là. Aïcha, question. Donc oui, merci monsieur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de solution? Arranger la route, du coup. Et merci madame. De rien, monsieur. En termes de solution, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, surtout le président Alassane Ouattara, que nous saluons et remercions pour toute la transformation qu'il est en train de faire dans le pays, qu'il traduise en actes concrets sa volonté de relier les chefs-lieux de département par le bitume chez nous, en reliant Danané et Sipilou par le bitume. Une fois cela fait, il faut faire le reprofilage de toutes les pistes villageoises. De toutes les pistes villageoises. Voyez-vous, il y a des syndicats, j'allais dire agricoles un peu, qui polluent là-bas. Mais s'il y a la mobilité, en plus des forces de l'ordre qui vont avoir la facilité de pouvoir accéder, à tous les points, les différents syndicats seront à l'aise parce qu'ils vont tous circuler rapidement. Et du coup, les villages frontaliers qui ne sont pas nombreux, les forces de l'ordre, au lieu d'installer les checkpoints au milieu de la sous-préfecture parce qu'ils ne peuvent pas accepter, les checkpoints seront dans les villages frontaliers aux frontières. Et du coup, les trafiquants, leur action va se réduire. Très bien. Va se réduire. Daouda, question ensuite, Marius Kamwe. En fait, ce que moi je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, à vous entendre, est-ce que le fait que l'autorité administrative ait sanctionné les gendarmes, vous êtes en train de dédouaner un peu ces personnes-là? Oh non, 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 aucunement pas. Aucunement pas. Vous savez, un État, quand il prend des décisions, il a pesé le pour et le contre de tout. C'est qu'il il sait sur quoi il se base. Mais est-ce que vous pensez que ces décisions sont salutaires? Non, mais ces décisions sont salutaires. Vous voyez, tout ce qui est trafic illicite cohabite avec illégalité, clandestinité, et ça met à mal l'économie ivoirienne. Si l'État ne prend pas des mesures, comment voulez-vous que demain, si l'État ne prend pas des mesures, d'autres peut-être vont le faire. Je ne dédouane pas, mais je dis et je le dis depuis... par exemple, le dernier reprofilage de loup chez nous, c'est en 90 que le président Oufoué a fait. Et depuis lors Et depuis lors, il n'y a pas eu encore de grand reprofilage. Et tenez-vous bien, ce reprofilage n'a tenu dans le temps qu'1 an et demi. Voyez-vous, le vrai problème, c'est vrai, il y a tous les autres aspects de développement, hein, mais le vrai problème, c'est la route. Et puis la proximité avec la Guinée, il faut la route. Ce sera bon. Très bien. Marius, question. Je comprends bien, monsieur le président de la mutuelle de Dalleux. Oui. À vous écouter, le cœur du problème, comme l'a dit Élysée, c'est la route. C'est Herman. Et Herman, Élysée, c'est vrai que c'est la même région, Herman Aboua, mais c'est Herman, oui. Mais nos sources sont indéniables sur la question. Formelles. Sont formelles, c'est le mot. Merci, Christelle. Nos sources sont formelles sur la question. Mais c'est 50 000 à 75 000 tonnes de cacao qui sont frauduleusement exportés vers la Guinée et le Libéria via cette zone. Et plus particulièrement via Sipilou. Vous nous évoquez la question de la route. Mais comment arrive-t-on, à votre humble avis, à transporter 50 000 tonnes à 75 000 tonnes de cacao sur une moto ou sur la tête, puisqu'on a accès à l'état actuel des choses, à vous dire que par la moto ou par la marche. Donc, par quelle piste, par quelle route les trafiquants transportent à camion 50 000 tonnes de cacao et entre 50 et 75 000 tonnes de cacao vers ces zones? Il va répondre à la question. Ben, merci bien, messieurs. Je vous évoquais tout à l'heure
la proximité de cette partie du pays-là avec la Guinée. Oui. Par endroit, 2 km. Par endroit, 5 km. Et voyez-vous... Bitumé, hein? Non, non. Piste. OK. Piste villageoise. Villageoise, on va dire, ouais. Où on se faufile entre les zèbres, là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous savez, quand le trafiquant veut atteindre son objectif, but, oui. à moto, il est capable de transporter tout ce que je suis en train de vous dire. Sur 2 km ou 5 km, il le fait. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité. Les pistes, en se faufilant dans la brousse là, quelle force de l'ordre qui n'a même pas la mobilité d'arriver dans le village? On a aussi dans cette zone les tricycles. Les quoi? Les tricycles. Tricycles. Les motos à 3 roues. Non, les tricycles ne peuvent pas... C'est juste les motos à 2 roues. C'est juste les motos à 2 roues. Alors, pour bien comprendre vos dires, donc ces trafiquants-là utilisent ces voies détournées dans la forêt, Voilà. ces pistes, et ils arrivent à transporter 50 à... 75 000 tonnes. 75 000 tonnes. Oui, selon vos sources là. Et donc, cela pourrait s'expliquer par la proximité. Les sources viennent du gouvernement, soyez Évidemment, rassurés. voilà. Et donc, par la proximité. Parce que c'est plus facile de faire 20, 30, 40, 50 tours, ou 60, même voire 100, sur une distance de 2 km ou 5 km. Où on n'a pas de contrôle, on prend son temps, c'est ça? Oui, on n'a pas de contrôle. On vous a bien compris. Voilà. Herman, question. Non, je voudrais peut-être apporter une contribution au débat. Je comprends bien que M. Singo puisse évoquer la conséquence, c'est-à-dire les routes et autres. Et moi, je pense que c'est une cause secondaire. Aujourd'hui, moi, personnellement, si je suis dans une zone que vous parlez de la proximité et que de l'autre côté du rideau, on me vend mon produit à un prix bien meilleur, je peux être tenté. Au-delà de l'aspect des routes. Justement, les gens bravent les routes parce qu'ailleurs, il y a une sorte d'Eldorado pour leurs produits. Pour vous, le prix est important. Le prix est en important. compte. Absolument. Et il est dit qu'en Guinée, par exemple, c'est à 4 000 francs CFA que ces trafiquants-là réussissent à le vendre. Lui qui est producteur ne confirme pas justement ce Oui, mais aujourd'hui, regardons la qualité des personnes qui ont été même interpellées, qui ont été suspendues, des préfets de région. Un préfet de région, non, je vais parler de l'ensemble, un commissaire, un patron, un commandant de brigade, et même la tête des forces de défense et de sécurité, vous parlez des militaires de la zone. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on dit, il y a un trafic qui s'est installé. Et ce trafic-là, même à des checkpoints, c'est parce qu'on indette la responsabilité de ces responsables-là, parce qu'effectivement, à des checkpoints où ils sont responsables, il y a eu ces cas-là. Et puis, je crois bien qu'à des zones, on va parler des camions qui sont passés, et non pas seulement. Je ne voudrais pas qu'on prenne la question de la proximité ou bien du manque de la route comme le seul élément. Aujourd'hui, il y a une véritable tentation par rapport à des prix qui sont bien meilleurs ailleurs que chez nous. Et permettons, c'est le même sujet. Oui. Voilà, Daouda, allons-y, et puis vous allez réagir. Très rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'ai écouté M. Domi, en fait, pour ce que j'ai pu entendre dans son propos, en toute sincérité. C'est vrai que, comme tu le dis, ça ne peut pas être la seule raison. Mais il est important aussi de savoir que les cacaoculteurs, ce n'est pas eux qui prennent ces produits-là pour partir. Ce sont des acheteurs. Parce que expliquer comme ça donne l'impression que le cacaoculteur prenait sa culture pour aller le vendre en Guinée. Non. C'est vrai que quand vous parlez du prix, moi, pour ce que j'ai pu voir lors de la semaine, lorsque le prix était annoncé, les cacaoculteurs ont été très heureux de voir que leurs produits aujourd'hui sont à 1800 francs. Maintenant, à la balance, justement, Daouda, ce qui se passe en Guinée, est-ce que ce serait pas une raison, justement? Il ne faut pas créer des relations directes entre le cacaoculteur et ce qui se passe en Guinée. Très bien. Le fait, en fait, c'est faire du faux. C'est des trafiquants, comme il a si bien dit, des acheteurs véreux, cupides, qui viennent acheter. Au lieu de venir vers le port de San Pedro ou d'Abidjan, se dirigent vers la Guinée. Voilà. Très bien. Il faut expliquer la chose aux gens de façon pédagogique ou andragogique. Très bien. Voilà. Il va réagir, Marius, avant de... Et puis, vous aurez la parole. Monsieur, allez-y. Réaction. OK. Merci pour tout. Je voudrais vous dire que
quand l'État a fixé 1800 et 1500, oui. Chez nous, c'est la joie. Parce qu'à Dale, dans la sous-préfecture de Dale où je suis, nos parents étaient vraiment très contents. C'est cela. Les cacaos sont payés sur place. Les cacaos sont payés. Combien exactement? Borchamp, c'est cela? À combien le kilogramme exactement? À Dale, 1800, 1500. D'accord. C'est Borchamp, bien sûr. Oui. Très bien. Le prix qui est fixé officiellement, Oui. 1800 le kilo là. Combien on paye? Vous comprenez? Quand ils arrivent quand ils forcent avec la route, il faut préciser. Oui, quand ils forcent avec la route. Ils forcent avec la route. Parce que, et même il y a des acheteurs qui ont, avec près de 100 motos, parce qu'il n'y a pas de route, il faut transporter ces produits-là pour les envoyer peut-être vers dans l'année. Comment tu veux? Parce que tu ne peux pas arriver. Vous voyez? Maintenant, les agriculteurs, eux, ils sont assis à Dale, ils ont fini de vendre leurs produits. Vous comprenez ça? Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Eux, en fait, ils n'ont rien à voir avec le circuit par derrière. C'est cela. Monsieur Domi. Oui, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir, c'est bon de préciser. Aucune responsabilité dans ce qui se passe. Et puis, je voudrais dire, ben, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes l'État de Côte d'Ivoire. On suit nos autorités. Bien sûr. Pourquoi, on voudrait comparer ce qui se passe dans un autre pays à ce qui se passe chez nous ici? Non. Nous, on a notre politique de vente. Et on dit dans Côte d'Ivoire... Le système stabilisé. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, le kilogramme de cacao se paye à 1800 avec le planteur. Et il est content. Et bon, c'est des suppositions que de dire en Guinée, c'est 4000. Ça, je ne peux pas confirmer. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Guinée. Bien. Alors, monsieur Domi, ce qu'on va faire, c'est qu'on retient avec vous que la principale raison, c'est que vous n'avez pas d'infrastructure routière chez vous. Donc, cela favorise le jeu des ennemis du progrès, de ceux-là qui viennent avec la moto. Plusieurs motos, récupérées, donc achetées, heureusement encore, au prix fixé par l'État, et partir vers la Guinée. Une fois que la route est faite, cela va régler le problème sécuritaire. C'est votre point, justement, sur le sujet. Effectivement. Très bien. Oui, Marius. C'est là un appel qu'il faut en même temps lancer donc, au Conseil Café Cacao, parce que l'une des responsabilités justement du Conseil Café Cacao, c'est de régler la question des pistes villageoises. C'est de régler les questions désenclaver en fait ces zones. Désenclaver les zones de production, de sorte à permettre l'écoulement de nos produits. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye dans des bureaux tout heureux à Abidjan et puis on laisse nos paysans là-bas en train de lutter avec justement des acheteurs véreux qui payent le café et le cacao et s'en vont les vendre dans les pays frontaliers. Sachant très bien, il faut que le Conseil Café Cacao utilise les ressources générées par le secteur pour pouvoir arranger les pistes villageoises. On écoute rapidement Herman demi-seconde et puis on termine avec l'invité. Ce que dit Marius, c'est tellement juste que lorsque vous prenez même la boucle de cacao, Soubré, Taï, tout le reste, il n'y a pratiquement pas de route. Même la centrale qui aidait un peu de Gagnoa à San Pedro en passant par Soubré, c'est carrément, vous prenez Buyo et autres, il n'y a pas de route. Or, c'est de là que, essentiellement, on tire le cacao pour aller au port de San Pedro. Très bien. Alors, monsieur Domi Sengo, je rappelle que vous êtes le président de la mutuelle de Dale, département de Danané. Vous étiez là pour nous parler justement, donner les raisons. Et on a vu donc la principale raison de la fuite des produits de rente vers la Guinée. Pour terminer, un appel. Ben, madame, merci bien. Pour dire que la sous-préfecture de Dale et la MUDEDA que je dirige, nous sommes heureux de tout le beau travail que fait le chef de l'État. Et nous nous inscrivons pleinement dans cette politique de développement. Je voudrais dire très rapidement, au-delà même de la fuite du cacao, le problème de route pose des problèmes graves chez nous. Social, des femmes en travail ou des malades à évacuer à moto meurent régulièrement. Les planteurs, les braves femmes, les braves populations ne peuvent pas profiter du fruit de leurs travaux. La sous-préfecture de Dale ne peut pas, qui est le grenier d'ailleurs du département de Danané, ne peut pas évacuer les produits agricoles et vivriers sur le marché de Danané, d'où la vie chère. Alors,
nous demandons... On termine rapidement. Oui, nous demandons au chef de l'État, d'ailleurs nous le supplions, de bien vouloir nous aider et traduire en acte concret sa volonté de relier les chefs de lieu de département par le bitume. Très bien. Danane, Dale, Sipilo, pour le bitumage. Merci beaucoup, Monsieur Domi Sango. Chers amis, merci. Nous sommes dans le rush. On se retrouve donc demain. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.